Télé50, simplement congolais. La lutte a été longue et périleuse pour ce mouvement de libération l'EFDEL, un rêve de renverser le régime Mobutu qui s'est réalisé le 17 mai 1997. L'un des pires dictateurs qui ait connu l'Afrique a abandonné le Zaïre après 32 ans de règne sans partage. La libération et ses fruits, éléments de réponse dans ce journal. Zongo 2 au Bas-Congo va permettre à la RDC d'accroître la desserte en électricité à l'issue des travaux de construction. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a posé mercredi la première pierre pour la construction de cette centrale hydroélectrique. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci d'être avec nous sur Télé50 pour l'essentiel de l'actualité. D'abord, ce reportage de nos envoyés spéciaux à Zongo au Bas-Congo. Hier, le chef de l'État, Joseph Kabila, a posé la première pierre pour les travaux de construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2, un grand projet qui permettra à la RDC d'améliorer sa desserte en électricité, une puissance estimée à environ 150 MW. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Sino Hydro. Reportage à Zongo, Mathieu Kamango et Dan Landou. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique Zongo 2 dans le Bas-Congo ont débuté ce mercredi 16 mai. C'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a procédé à la pose de la première pierre. Ces travaux, dont le coût est évalué à 365 millions de dollars américains, seront exécutés par Sino Hydro sous la supervision de la Société nationale d'électricité, SNEL. La République de la Chine, par la voix de son ambassadeur en RDC, s'en félicite. Zongo 2 sera une centrale de type de dérivation d'une capacité installée de 150 MW, une production moyenne qui avoisinera 861 millions de kWh. Selon les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, ces travaux comprennent principalement la construction des ouvrages, dont les barrages, les tunnels d'amener, la centrale et la ligne d'évacuation. Avec Zongo 2, les responsables de la SNEL espèrent améliorer les réseaux électriques et du système de recouvrement des factures à Kinshasa, où les besoins en électricité sont grandissants. 15 années déjà se sont écoulées depuis que l'EFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, faisait son entrée triomphale à Kinshasa. La date du 17 mai marquait également la fin tragique du régime de fer du feu maréchal Mobutu, un des pires dictateurs qu'ait connu l'Afrique. À la tête de cette révolution, Feu Laurent Désiré Kabila, longtemps resté au maquis, son ultime objectif, renverser le régime Mobutu. Mais qu'est-ce que cette libération a concrètement produit 15 ans plus tard? Tentative de réponse dans ses propos recueillis par Héritier Manda. Quelle est la signification de cette date? C'est l'avènement d'une nouvelle ère. On a quitté l'ère des tergiversations, j'allais dire, dans le processus démocratique, et puis maintenant, c'est l'ère de la consolidation de la démocratie jusqu'à l'avènement, finalement, de la démocratie. Et cette consolidation, cette période de la consolidation de la démocratie a commencé par une suspension, une mise en berne de la démocratie par Mouzé Laurent Désiré pour des raisons particulières en ce moment-là. N'est-ce pas? C'était une révolution pour renverser les choses et donc il fallait suspendre le processus démocratique pour voir clair. Il y a eu entre-temps la guerre d'agression, ce qui ne favorisait pas la démocratie, mais heureusement, par ailleurs, que par un paradoxe de l'histoire, c'est le pouvoir quelque peu autocratique de Mouzé qui a favorisé le principe démocratique de base, à savoir la négociation du pouvoir par des représentants du peuple afin de désigner un représentant, finalement un haut responsable de l'État, le chef de l'État. Depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, 97 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu beaucoup de changements, je crois qu'il y a eu certaines évolutions de notre côté aussi, parce que aujourd'hui, chez Kinshasa, j'ai vu aussi beaucoup d'ex-enfants soldats comme moi à Paris, dans d'autres pays étrangers, qui évoluent bien. Moi, il n'y a que ça que je peux parler. Je parle de nous, de libérateurs, quoi.
parce que je suis parmi les cadres qui ont libéré ce pays. Et puis à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires ont obtenu hier 24 heures seulement pour harmoniser leur point de vue sur les bureaux des 7 commissions permanentes. Ce rapport a été justifié en raison de l'absence d'un consensus entre majorité et l'opposition. Ainsi en a décidé la plénière de ce mercredi, présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou. Si le compromis est déjà trouvé sur la répartition de 7 commissions permanentes, dont 5 reviennent à la majorité et 2 à l'opposition, sans oublier leur composition, les divergences des groupes parlementaires des principales forces politiques de l'Assemblée nationale persistent sur les noms des commissions attribuées. Parmi les 7 qui lui reviennent, la majorité revendiquerait la direction de la commission politique administrative et juridique, ainsi que celle de la commission économique, financière et budgétaire. Elle voudrait voir l'opposition prendre les commandes de la commission socio-culturelle et celle chargée des infrastructures. Alors je suis un peu surpris. C'est comme si l'opposition n'est pas concernée par le social de la population. Au contraire, ça aurait été une bonne occasion pour eux de contrôler vraiment cette politique sociale. Voilà pourquoi ils peuvent prendre cette commission. Alors s'ils s'en foutent eux, excusez-moi entre guillemets, s'ils s'en foutent des sociales de la population, je me demande de quelle population ils parlent. Mais l'opposition n'est pas de cet avis. On préfère que non, qu'ils aient la présidence de la commission sociale et l'infrastructure, parce qu'ils veulent terminer les 5 chantiers, qu'ils aient également la présidence de cette commission. C'est tout à fait normal que nous puissions demander qu'on nous donne la commission, le COFIN ou bien PAJ pour éviter ce qui est en train de se tramer ou entre guillemets ce que supposent les autres. L'absence du consensus oblige le président du groupe parlementaire, PPRD, de solliciter un report de 24 heures afin de trouver un terrain d'entente. Avec le temps, il y a des nouveaux arguments et il y a aussi la volonté d'aller de l'avant. J'estime qu'aujourd'hui, si on se réunit dans les après-midi avec les collègues de l'opposition, nous allons trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire on va se mettre d'accord sur les commissions qui seront présidées par l'opposition. Aubin Minakou, le président de la séance plénière qui ne trouve aucun inconvénient, soumet la demande à l'appréciation de la plénière qui, de manière unanime, l'accepte à son tour. Les bureaux en procédant de la sorte veulent éviter ce que nous avons déjà connu par le passé pour que cette fois-ci, comme les commissions permanentes sont la plaque tournante de l'Assemblée nationale, que ces commissions soient formées dans les meilleures conditions possibles. J'approuve cette démarche. Les groupes parlementaires devront mettre à profit le jour férié du 17 mai pour aplanir leurs divergences et privilégier la cause nationale. Et cette avancée dans la mobilisation des recettes de l'État, désormais les frais de l'Office congolais de contrôle seront intégrés dans le système de guichet unique à l'importation, mais aussi à l'exportation. C'est dans cette optique qu'un protocole d'accord a été signé ce mercredi entre l'OCC et la Direction générale des douanes et accises, un objectif que se sont assignés ces 2 entreprises étatiques. L'OCC et la DGDA se sont mis d'accord pour l'intégration effective et harmonieuse dans le système Sidonia++ des frais de l'Office congolais de contrôle relatifs aux opérations d'import et spécialement ceux dans le circuit de dédouanement. Une réalisation à inscrire dans la trajectoire de la volonté du gouvernement à la mise en place d'un guichet unique, des paiements à l'importation, l'exigence de facilitation et de célérité dans le processus de dédouanement. Ce protocole permet à la DGDA de percevoir les frais de l'OCC et de les intégrer dans le système actuel, le système de Sidonia++. Ça facilite bien sûr la perception elle-même, comme je l'ai dit, mais ça facilite également les échanges commerciaux. Donc désormais, toutes les opérations, toutes les perceptions seront effectuées au guichet unique. La cérémonie de signature du protocole d'accord vient ainsi consacrer la volonté de l'OCC de s'impliquer sans retenue dans la mouvance de la facilitation du commerce et de l'amélioration du climat des affaires. À travers le système du guichet unique, elle marque ainsi un grand pas vers la transparence et l'efficacité tant souhaitée. Je pense qu'à travers ce protocole, nous venons de répondre à plusieurs défis. Les défis de facilitation du commerce, les défis de simplification des procédures, les défis de sécurisation
des recettes, les défis de mobilisation des recettes, les défis de la protection de la santé de la population. Je pense que c'est une avancée significative qui nous amènera demain vers ce que nous souhaitons de tous nos voeux, le guichet intégral du commerce extérieur. Mais en attendant l'avènement souhaité par tous d'un guichet unique plus complet et performant, où la dimension des perceptions ferait bon ménage avec celle des opérations du commerce, l'OCC est donc résolument engagé dans l'accomplissement de ses missions en conformité avec toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au commerce d'import et export. Rendons-nous en province, d'abord au Bas-Congo. 25 conteneurs des vivres frais avariés ont été découverts au port de Matadi par les services de l'Office congolais de contrôle. Cette situation serait due à l'insuffisance des branchements dans les parcs à conteneurs frigorifiques. Plus de précisions avec notre correspondant Jean-Louis Ndoula depuis Matadi. Il a suffi qu'il commence à dégager l'odeur insoutenable de putréfaction pour que l'inquiétude naisse dans l'esprit des usagers du port et même de la population de Matadi. Après être resté 5 mois ou 8 mois dans les installations portières, les 25 conteneurs de vivres frais en pleine altération viennent d'être identifiés par les services de la quarantaine animale et végétale. Selon les responsables de la SCCP Exponatra, cette situation serait due à l'insuffisance des branchements dans les parcs à conteneurs frigos destinés à maintenir la production permanente de la fraîcheur. Venise, le premier site qui reçoit 250 conteneurs frigos, ne possède que 70 branchements, tandis que Delmas, le second, avec une capacité de 120 conteneurs, n'en est pourvu que de 65. Pour l'application du système de délestage à l'alimentation des conteneurs frigorifiques, avec comme risque l'altération de la qualité du contenu. Pour préserver la santé de la population, des mesures urgentes viennent d'être prises provinciales à travers la mise sur pied d'une commission de destruction de la cargaison avariée par incinération. À ce jour, composée du parquet, de la mairie et du ministère de l'Agriculture à travers les services de la quarantaine animale et végétale, la commission est en train de faire pression sur les importateurs et l'agent maritime concernés afin qu'ils disponibilisent le plus rapidement possible les moyens devant permettre l'exécution de l'opération, car il va de l'intégrité physique de la population. Jean-Louis Ndoula, Matadi, Télé 50. En province orientale, après la mise en service du pont Lindi, la population du territoire de Bafouassendé ne cesse de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a financé les travaux de réhabilitation de ce pont. Mathieu Kamango nous fait revivre cette ambiance à Bafouassendé. Bafouassendé, à 250 km de Kisangani, dans la province orientale. C'est avec joie et pas de danse que la population de ces territoires, ainsi que les usagers de la route nationale numéro 4, ont accueilli la reprise du trafic sur les ponts Lindi. Après sa remise à l'État par l'Office des routes, grâce à l'intervention de Joseph Kabila, initiateur de la révolution de la modernité. La coupure du ruban symbolique marquant la réouverture des trafics sur ces ponts était faite par le gouverneur intérimaire. L'administrateur du territoire, Véran Kossi, et le directeur provincial de l'Office des routes, Léandre Lekongo, ont tour à tour remercié les chefs de l'État pour ses efforts dans la mobilisation des moyens financiers dans un temps record pour la réhabilitation du pont. Car, ajoute-t-il, la rupture des trafics sur ces ponts avait engendré des conséquences négatives sur le plan économique et cela avait occasionné l'enclavement entre les provinces de l'Est et de l'Ouest. La population de ces territoires ne cesse de remercier Joseph Kabila. Le gouverneur ad intérim de la province orientale, Araman Diama, ne cesse d'inviter les usagers du pont à la prise de conscience et à veiller au respect des biens publics et précise que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour soutenir la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. On va se quitter avec du sport.